Messieurs, dames, bonjour, merci d'être là. Donc, comme a dit Jean-François, on va essayer de respecter le timing. Donc, si vous êtes d'accord, étant donné qu'à la fin, on a une bonne demi-heure pour tout ce qui est questions-réponses, je vous propose que plutôt qu'à la fin de chaque intervention, des questions soient posées, mettez-les de côté et puis on fait un gros pot commun pour la fin de session. Moi, ce que je vais vous parler de l'état des lieux de la consolidation aujourd'hui. Et ça va être tout d'abord savoir qu'est-ce que c'est exactement et de quoi on parle quand on parle de consolidation. Alors la problématique par rapport à quand on parle de consolidation, bien évidemment, tout ce qui vient en premier en tête, c'est si je consolide, c'est que je veux conserver. Donc la grosse question, c'est en préambule, c'est où sur un monument pour des pierres, est-ce que je garde ou est-ce que je change? Donc pour ça, il y a le monde scientifique qui a donné, alors on va le trouver dans Ouvrage de Pierre de Taille, page 65 hein, pour tous ceux qui l'ont chez eux, la définition de la consolidation. Donc c'est une opération qui vise à rendre la cohésion à la pierre. Point. Donc ça n'est pas une consolidation de structure, c'est simplement rendre de nouveau les caractéristiques intrinsèques de la pierre. Alors évidemment, les premières questions qu'on se pose, c'est OK, c'est relativement vague. Donc est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Donc là, le monde scientifique nous a balisé un cadre. Et dans ce cadre, il dit, ben voilà, les produits que tu vas utiliser, il ne faut pas qu'ils affectent la partie superficielle. Que ne doit toucher que, pardon, faut pas qu'ils affectent la pierre saine, ne toucher que les parties altérées, on remette les paramètres pétrophysiques de la pierre autant à cœur que sur l'épiderme. Donc voilà un petit peu, il va nous faire ensuite toute une série de recommandations de ce qu'il souhaiterait au niveau des caractéristiques de la pierre qu'apporterait un consolidant. Alors évidemment, si on condense un petit peu le tout et qu'on cherche à trouver la méthode pour pouvoir y arriver, et on se rend compte qu'il va falloir faire une caractérisation préliminaire. Tout d'abord, la première chose, c'est savoir quand on parle de consolidation, on ne doit pas toucher la partie saine de la pierre. Donc c'est bien évidemment de connaître la profondeur de consolidation. Déterminer quelles sont les propriétés pétrophysiques de la partie altérée. Pouvoir les comparer ensuite avec les mêmes propriétés à cœur de la pierre. À partir de là, faire des essais, développer un protocole et un procédé pour les produits appliqués, pour pouvoir remplir les objectifs que nous officier le monde scientifique, et bien évidemment, à l'issue, pouvoir contrôler l'évolution des propriétés apportées lors de la consolidation. Alors pour les mesures, comme dit, les mesures sont assez simples, hein, ça va être sur des résistances mécaniques, hein, sur de la porosité, sur de la capillarité et sur des propriétés de dilatation, notamment différentielle entre la zone altérée et la zone sel. À partir de là, la question se pose. J'ai des mesures, j'ai un cahier des charges qui m'a été rédigé. Mais là-dedans, en fonction du contexte et de l'objectif à réaliser au niveau de ma consolidation, il y a des propriétés qui vont prendre le dessus. Donc, je vais faire un travail de hiérarchisation de ces propriétés. Et ensuite, à l'issue, ça va me donner quelles sont les mesures qui vont devenir primordiales et prépondérantes à utiliser lors de ma consolidation. Donc on en arrive en règle générale à peu près à avoir la primordiale, c'est la porosité. Ne pas oublier que si on consolide la pierre est malade, il y a de fortes chances qu'il y ait de la contamination à l'intérieur et qu'il faut qu'elle puisse continuer à respirer. Ensuite, on va pouvoir faire des mesures de capillarité, de résistance mécanique, puisque c'est rendre de la cohésion, c'est rendre bien évidemment de la résistance à la pierre. Une fois que j'ai la balise, j'ai le scientifique m'a aidé à pouvoir avancer pour déterminer je dirais la méthode pour consolider. Et ben, je vais aller chez mon fabricant. Alors, enfin, si vous en cherchez, nous, on en a quelques-uns qui sont pas mauvais dans la salle. Et je vais demander au fabricant si il a des produits qui peuvent répondre au cahier des charges que le monde scientifique m'a fixé. Donc, si on reprend un petit peu historiquement tout ce qui s'est fait au niveau de la consolidation, on se rend compte que on consolide depuis l'Antiquité.
Alors ça a commencé par des cires, des huiles. Ensuite, on arrive dans le Moyen Âge. Au niveau du Moyen Âge, ben, on utilisait finalement pour la consolidation sur les mêmes principes que l'Antiquité, tout ce qui servait finalement de liant aux peintures, puisque nos édifices étaient peints à l'époque. On arrive ensuite au XVIe, XVIIe siècle, où c'est l'avènement des alchimistes. Donc on va avoir la découverte à ce moment-là des fameux silicates. C'est la première fois qu'on va en entendre parler. Avec en 1640 le Wasserglas en Allemagne qui est né, qui sont des silicates alcalins, qui vont être peaufinés jusqu'en 1820. En 1820, des solutions commerciales sortent et commencent à être utilisées sur le monument. Viollet-le-Duc, par exemple, les a utilisés sur la cathédrale d'Amiens, sur la cathédrale de Chartres, sur Notre-Dame de Paris. Ensuite, on va arriver dans l'ère industrielle sur les premières industries chimiques, hein, on est début 20e. Donc là, on va avoir la fameuse entreprise Wacker Chemie AG qui va sortir le silicate d'éthyle en 1920 et le mettre sur le marché. Et on est parti pour de la consolidation pendant des décennies à partir du silicate d'éthyle. Silicate d'éthyle, alors pour ceux dont on le connaît sous ce nom-là chez nous, si vous cherchez dans la littérature, vous verrez souvent marqué TEOS hein, pour tétraéthyl orthosilicate. Vous allez avoir des noms de temps en temps, même en français, vous allez avoir la dénomination anglaise ou américaine. Hein, vous avez les trois noms qui sont marqués en dessous. Ensuite, les années vont passer, on va arriver cette fois dans l'ère de la chimie organique. Et à ce moment-là, c'est dans les années 70, plus vers les années 70, vous allez avoir tous les gros fabricants de la chimie du pétrole qui vont sortir des produits style les paraloïdes, hein, paraloïde B72 qui a été produit par Romenas à l'époque. Ce sont des acryliques. Vous allez avoir ensuite tout ce qui sert dans le monde de la peinture, hein, les époxys, les vinyliques, donc des tas de produits qui vont être mis avec plus ou moins de bonheur sur le marché. Sans oublier qu'on a toujours la chaux au travers tout le millénaire qu'on a traversé. La chaux n'a jamais cessé d'être utilisée comme consolidant avec ses propriétés et ses limites. On a à l'heure actuelle des projets qui sont en cours, qui peuvent peut-être donner des résultats à suivre. Il y a eu un projet Nanomatch qui a eu lieu au niveau je crois que c'était les années 90, 2000, qui continue à être où ce sont des développements, mais plus pour l'instant dans le domaine scientifique, où on va avoir des nanochaux qui sont mis sur le marché pour essayer de consolider. Il y a des projets en cours sur les phosphates et la biominéralisation que Madame Castagnier vous présentera avec plaisir tout à l'heure. Je vous ai mis le projet donc de l'Union européenne, un projet SCOST, qui a été fait de 98 à 2001 sur l'étude du comportement des consolidants, notamment le silicate d'éthyle, par rapport à donc c'est l'étude du comportement des pierres face à la consolidation par le silicate d'éthyle et autres, qui est un projet relativement intéressant. Les risques. Alors, on a eu pléthore de produits. Les risques, c'est qu'il y en a certains qui peuvent être bouche-forts. Comme dit, il faut que la pierre respire. Donc, du coup, on les met de côté. Il y en a qui peuvent apporter des sels en trop grande quantité à mettre de côté. Il y en a qui aggravent je dirais la dégradation des propriétés pétrophysiques. Donc, comme dit, comme on a hiérarchisé à un moment donné les propriétés qui sont la plus importante par rapport au contexte du chantier, si ça rentre pas dans la case, on supprime. Il y en a qui changent la couleur. Ça a été le cas des époxys qui ont été utilisés relativement fréquemment, totalement abandonnés aujourd'hui à cause de leur jaunissement. Vous avez une chose qui est à noter, surtout, c'est que la consolidation, c'est un phénomène qui, dans la plupart des cas, est totalement irréversible. Donc, quand on fait de la consolidation aujourd'hui sur nos monuments, on devrait s'assurer que le traitement entrepris est un traitement dont on est sûr qu'on va avoir une pérennité,
Donc vous avez un exemple ici, hein, je vous montrerai simplement sur les paralloïdes. Donc vous avez le titre de l'article en dessous pour le B72, c'est simplement pour vous montrer qu'on voit très bien un film bouche-porc qui est monté au-dessus, simplement par une mauvaise utilisation. Tous les restaurateurs ont utilisé le paralloïde B72 et a été utilisé en restauration. Et malgré cela, on arrive à faire des erreurs avec. Hein. Vous avez la même chose avec les silicates, avec toutes les techniques de restauration. Donc aujourd'hui, là où on en est au niveau des produits, le leader du marché reste le silicate d'éthyle. Alors comme dit, je suis allé voir le scientifique qui m'avait expliqué comment je dois baliser comment faire sur mon chantier. J'ai trouvé mon fabricant qui m'a apporté des produits, hein, certains plus ou moins bons comparés les uns par rapport aux autres. Et il en ressort que le plus couramment utilisé aujourd'hui, c'est le silicate d'éthyle. Comment il fonctionne? Alors, le silicate d'éthyle, on parle en termes de consolidation. Lorsque vous l'appliquez sur une pierre, il va se passer 3 réactions chimiques avant consolidation. La première, c'est une hydrolyse. Hein, je vous fais grâce des formules chimiques qui va vous décomposer votre silicate d'éthyle dans un premier dérivé. Ce dérivé va subir, quand vous en mettez deux l'un à côté de l'autre, va subir ce qu'on appelle une condensation pour sortir un troisième dérivé. Et ce troisième dérivé, on va avoir, on appelle ça un monomère. Lorsque vous allez le mettre dans des conditions qui sont assez particulières, pouvoir créer un polymère, donc une réaction de polymérisation ou plus exactement dans ce cas-là de polycondensation qui va vous donner votre consolidation au sein de la pierre. Donc pour pouvoir y arriver, les fabricants ont été obligés de mettre des additifs et des catalyseurs pour contrôler les 3 réactions que vous avez. Et la réaction ne doit être ni trop lente ni trop rapide pour éviter d'avoir le phénomène bouche-porc qu'on vient de voir sur la petite diapositive avant. Et en sortie, si vous voulez, vous allez vous retrouver avec une structure ou des structures qui peuvent ressembler soit des octaèdres, des hexaèdres ou des structures linéaires. Donc ça, c'est le fonctionnement de mon silicate d'éthyle. Donc finalement, ce n'est pas aussi simple que ça à utiliser, parce que déjà à fabriquer, c'est au niveau de la réaction, il se passe quelque chose. Donc on rappelle, hein, la consolidation, on veut rendre de la cohésion. Donc pour rendre de la cohésion, on m'a parlé des altérations, on m'a dit tiens mes paires ils sont altérés, alors on va voir ce qui se passe au niveau des altérations et comment est-ce qu'on peut les classifier par rapport à la consolidation, re-rendre de la cohésion. Donc la première chose, on va avoir des approches qui sont totalement différentes si on veut faire de la réparation en fonction des altérations. Tout ce qui va y avoir un manque, dès que je vais avoir un manque sur mes pierres ou mes matériaux pierreux, je ne suis pas dans un phénomène de consolidation, mais de réparation, parce qu'il va falloir que je rajoute de la matière, je remets de la matière, je vais remettre alors tout ce qui est fracture, tout ce qui va être des bouts manquants, tout ce qui va être, comme vous le voyez ici, des micro-fissures, vont être traités en réparation. Alors pour les micro-fissures, c'est pas compliqué, on a des injections, il y a des produits qui existent, à base, comme dit, de chaux, on fait des micro-mortiers qui vont être utilisés. Puis j'ai vu qu'il y avait Andrew qui était là dans la salle Artcare, qui a un projet, même on parlait des silicates, sur des micro-mortiers de silicates qui donnent des résultats qui sont assez extraordinaires sur des marbres. Vous pourrez aller voir et les poser des questions tout à l'heure. Il y a, pour la consolidation, où est-ce qu'on va consolider quand on va avoir des dégradations qui sont homogènes sur le volume du support? Là, on va pouvoir consolider, faire rendre de la cohésion, c'est-à-dire parce que j'ai une certaine uniformité au niveau de mes altérations. Vous avez des exemples ici, hein, des agrégations sableuses, pulvérulence, des petites boursouflures. Je suis donc pour rendre de la cohésion de manière, je consolide de manière pure, et puis vous allez avoir des cas beaucoup plus complexes avec du délitage où je vais être obligé de combler, pareil, hein, micro-mortier, venir consolider si nécessaire que dès que je perds de la cohésion, ou alors là un cas d'exfoliation qui est assez extraordinaire en bas, on change, on rappelle, hein, toujours la même problématique, est-ce que je garde ou est-ce que je change? Si je veux garder, je vais devoir traiter de manière assez complexe et la réparation et rendre la cohésion. Alors avec tous ces phénomènes-là, si on parle que de cohésion et de consolidation en elle-même,
ben, on se rend compte que ma décohésion au niveau des supports, hein, finalement l'altération, on peut l'appeler comme ça par rapport à la consolidation, ma décohésion, elle est totalement différenciée et totalement hétérogène. Il y a beaucoup de cas de figure différents, que ce soit à l'épiderme ou en profondeur, qu'elle soit forte ou qu'elle soit faible. Et donc, du coup, je reprenais mon produit qui était formé sur plusieurs réactions. Et il va falloir que j'adapte mon produit à la manière de fonctionner pour que le monde scientifique soit content et que je puisse remplir les objectifs qui me sont fixés. Donc du coup, là, le LRMH, c'est extrait du Monumental de 2002. Le scientifique m'aide en me disant, voilà, suivant les cas de figure, ben, une des approches est au niveau de la consolidation d'utilisation des produits et de si on est dans tel cas de figure, ce sera plutôt de telle manière qu'on va réaliser la consolidation ou de telle autre manière. Donc vous avez ici le tableau, je ne vais pas le détailler, hein, on n'a pas c'est pas le but, mais simplement que comme quoi le scientifique m'aide à baliser. Par contre, ça va nécessiter, comme on l'a dit par rapport au produit, une adaptation du produit et du protocole. C'est ce qui devrait être fait pour se rapprocher des propriétés. Donc du coup, maintenant que je sais comment est-ce que je dois utiliser ou du moins quoi faire avec les produits que je vais avoir pour consolider, que le scientifique m'a balisé le chantier, ben, je vais me retrouver face à la maîtrise d'œuvre à qui je vais venir, voilà, je peux consolider. Comment voulez-vous que je fasse? Quelles sont vos prérogatives à vous? Alors je vais vous montrer trois cas de figure. Hein, ce qui reprennent, c'est des exemples de CCTP qui vont reprendre ce qu'on va retrouver aujourd'hui sur la totalité des chantiers. Alors, comme dit, on va passer de la façade au monument historique avec le premier type où j'ai ceinture et bretelles. Donc, conformément à l'ouvrage Pierre de Taille, qui est notre guide scientifique, je vais avoir une étude préalable qui est demandée, une formulation adaptée avec un protocole adapté pour l'application et une vérification que le protocole est le bon et en sortie, je sors effectivement avec ce qui a été prédit au départ. Ça, c'est le premier type hein, de CCTP qu'on peut retrouver qui, par expérience, ne représente pas la majorité. On va ensuite en avoir, alors comme dit, hein, je vous ai mis, c'est toujours à rattacher au contexte. Hein. Ne prenez pas ça comme argent comptant, c'est simplement que on n'a pas les photos du chantier, on n'a pas les photos de la pierre, on n'a pas les photos du support, on n'a pas les photos de l'environnement, c'est juste un CCTP pris au hasard pour vous dire où on en est aujourd'hui dans la consolidation. Donc vous avez des applications éprouvées, hein, donc consolidant, Vacar OH ou similaire, donc silicate d'éthyle. On va faire tout d'abord une imprégnation en solvant. Comme dit, le but est de pouvoir le mettre dans la porosité. La première réaction, silicate d'éthyle, on est sur une réaction d'hydrolyse. Donc je vais chasser l'eau dans mon support. Je vais appliquer c'est les 20 minutes. Il reste 2 minutes, chouette. Donc je vais appliquer mon consolidant dilué, puis après appliquer le consolidant pur, quoi. Donc voilà, et puis les parties fissurées, comme dit, ont été séparées donc la partie structurelle et traitée par mortier. Donc ça, c'est le deuxième. Le troisième cas, je vais le passer très vite à ce moment-là, c'est fais-moi des essais, vois avec l'architecte et je te dirai si ça me convient. C'est pour simplifier, excusez-moi. Mais comme dit, on part de la façade au monument historique. Hein. Il ne s'agit pas d'incriminer ou qui que ce soit ou quoi que ce soit. Je viens aussi sur des petites choses qu'on peut trouver au niveau de la maîtrise d'ouvrage. Alors j'ai pris un exemple, c'est la mairie de Paris, où vous avez les fiches qui sont données aux façadiers pour les immeubles parisiens, où on va vous dire hein, le traitement classique, je nettoie, je répare. En finition, je peux consolider ou hydrofuger. Pose pas de problème. Par contre, quand je vais regarder les préconisations, je vois toutes les recommandations faites au niveau de toutes les opérations, sauf celle de minéralisation ou de consolidation. Comme dit, ne pas oublier que c'est irréversible. Vous avez un exemple ici sur Paris, hein, donc des taches blanches de minéralisant. Vous avez la pierre calcaire saine grossie au microscope. Hein, on est de l'ordre sur la totalité de l'image, on doit être à peu près à une cinquantaine de microns, 50-100 microns. En bas à gauche, donc le silicate d'éthyle. Et ben ma pierre était déjà consolidée. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu la loi Malraux qui autorise à faire tous les 10 ans un ravalement de façade.
Donc s'il y a 20 ans en arrière, la façade était nettoyée et minéralisée, je reviens derrière, j'applique pas les prescriptions de la ville de Paris, je minéralise plus, parce que si je veux reminéraliser, il va se passer ce que vous voyez sur la photo de droite en bas. Je vais avoir un bouche-port, j'ai créé mon bouche-port, et je me retrouve avec mon consolidant qui, tout simplement, lui, va cristalliser par-dessus. En conclusion, bah, comme dit, il n'y a pas de, il y a pas de solution miracle aujourd'hui sur le marché pour la consolidation. La deuxième chose, c'est qu'il y a forcément, étant donné que les facteurs sont multiples, une nécessité d'adaptation au contexte. La troisième chose, c'est qu'on est en conservation, hein, puisqu'on veut conserver. Donc lorsqu'on va faire un traitement, attention, comme dit, je répète, c'est irréversible. S'assurer qu'on le fait dans les bonnes manières. Donc pour ça, l'accompagnement qui aujourd'hui n'est pas satisfaisant sur les chantiers. Caractérisation, dimensionnement du procédé et du protocole et un contrôle à la sortie. Je vous remercie.